Donc effectivement, gouvernance collective et objectifs partagés par tous sont des clés de succès. Dans Bleu Blanc Cœur, qui définit les règles, un truc rigolo, on avait comme toutes les filières qualité ce qu'on appelait des cahiers des charges. Le producteur doit produire comme ça, l'artisan doit transformer comme ça, etc. Puis un jour, des paysans de l'Aveyron, qui maîtrisent bien le verbe, nous ont dit Pierre, on ne veut plus de cahier des charges. On ne veut plus que ces charges, ça nous pèse dessus, on ne veut plus de ça. Il faut qu'on appelle ça autrement. On a appelé ça des cahiers des ressources. Parce que ça ne dit pas vous travaillez mal, je vais vous demander de travailler autrement. C'est-à-dire vous pouvez travailler bien, c'est un service que vous me rendez. Oui. Et je vous laisse libre aussi de la façon de le rendre. Mais ce que je veux, c'est le service, donc l'obligation de résultat, plus que de vous dire comment le faire. Et donc dans la définition de ces cahiers des ressources, il y a tout le temps des débats. De façon caricaturale, tu as toujours le collège des consommateurs qui veut un produit qui soit sans OGM, avec du bien-être animal, sans antibiotiques, sans ce que vous voulez, mais qui évidemment ne coûte pas plus cher qu'un produit standard. Et tu as toujours le maillon paysan qui dit d'accord, je peux faire ça, mais combien je vais être payé pour? Parce que le bien-être des cochons, c'est bien, mais ça a un coût de mettre plus d'espace, plus de fenêtres, Et on a toujours ces débats-là. Et du coup, on a décidé d'avancer en disant il faut qu'on trouve l'impact maximum pour un surcoût minimum. Parce que si tu veux changer un modèle sociétal, tu peux pas t'adresser, surtout en matière d'alimentation et d'accès à la santé ou au climat, qu'aux 3% ou aux 10% qui peuvent payer plus. Il faut s'adresser à tout le monde. Donc on a mis ça en place et du coup il y a des débats assez éclairants avec des sachants et des non-sachants. Je me souviens du débat sur les antibiotiques où une fois quelqu'un vient et dit au conseil d'administration, donc qui définit les cahiers des ressources, on voudrait une interdiction des antibiotiques en élevage. Bon, c'est bien. On débat ça. Je lui dis mais pourquoi? Il dit parce que j'ai acheté un fromage sans antibiotiques. Puis là les paysans qui produisent du lait disent mais c'est ridicule, on ne peut pas mettre d'antibiotiques dans le lait, et puisque si je mets des antibiotiques dans le lait, la laiterie ne pourra pas fabriquer de fromage, il faut des germes. J'ai pas le droit de mettre d'antibiotiques dans du lait, c'est contrôlé. Bon, et puis s'ensuit un débat sur... il y a un vétérinaire au conseil d'administration qui explique le problème de l'antibiorésistance, qui est un problème de société. Et puis le type qui posait... Puis, tout le monde avait l'air de comprendre ce que disaient les sachants, sur que l'antibiorésistance, c'est pas le risque de trouver des antibiotiques dans le jambon, c'est le risque d'une résistance aux antibiotiques très en amont dans l'élevage qui peut influer quelques maillons plus loin sur des malades à l'hôpital. Mais c'est pas un problème individuel, c'est vraiment un problème de société. Tout le monde semblait partager l'avis du sachant, c'est un bon avis, jusqu'à ce que quelqu'un lève la main et dise écoutez, moi je suis consommateur, je m'excuse, mais moi j'achète du jambon sans antibiotiques parce que je pense que dans les autres il y en a. Alors les paysans rigolaient en disant non. Si on met de l'antibiotique à un cochon, on n'a pas le droit de le vendre, c'est pas possible. Il y a des délais, etc., etc. Et de ce débat-là est né quelque chose, je ne rentre pas dans le détail, mais confronter des avis, quand on parle d'intelligence, de diversité des intelligences, la dame qui disait « moi j'achète ça parce que j'ai peur d'avoir des antibiotiques dans le jambon », elle n'était pas stupide, hein. Elle n'avait juste pas les connaissances du vétérinaire ou du médecin ou du paysan. Et je donne cet exemple-là parce que c'est joli que les gens se parlent plutôt que de s'écouter, parce qu'il faut s'écouter. Il faut que le sachant écoute le non-sachant, et il faut que le non-sachant écoute le sachant, il y en a. Et bon, on a réussi à construire des choses comme ça au quotidien autour de toutes ces intelligences-là. Je trouve que c'est peut-être un exemple très technique, mais en tout cas il est révélateur de ce que c'est que des intelligences plurielles, ça peut s'additionner que si les gens acceptent de s'écouter. Ce qui est intéressant, c'est justement les points de vue différents, des sachants et des non-sachants, parce que ça apporte aussi une vision plus large et permet peut-être de communiquer différemment au bout du compte, parce que antibiotiques ou pas, qu'est-ce qu'on écrit sur l'étiquette, comment on communique sur les produits ensuite vis-à-vis des consommateurs finaux. Non, même des problèmes qui peuvent sembler très techniques, ils ne le sont pas en fait. La compréhension, pas la compréhension, la vision des choses par encore une fois dans ce que je connais, hein, dans la chaîne alimentaire, d'un bout à l'autre avec les différents maillons,
c'est extrêmement différent et extrêmement enrichissant de regrouper tout le monde autour de la même table pour en parler, et plus que pour en parler, pour prendre des décisions ensemble. Oui, donc ça devait quand même pas être simple de faire intervenir tous ces gens qui pouvaient avoir des enjeux différents, des enjeux financiers, d'ego, sachant, comme vous disiez tout à l'heure, même si in fine c'est pour un produit qui sera délivré au consommateur final, mais comment vous avez réussi à ce que chacun puisse arriver avec les bonnes intentions? Alors, je vais répondre en deux temps. Il y a mon ami Claude Fischler, là, qui est un sociologue de l'alimentation, qui dit qu'il ne faut pas parler de l'homme, et surtout pas de l'omnivore, comme d'un consommateur, parce qu'il y a ce qu'il appelle le principe d'incorporation. Il incorpore ses aliments, il n'incorpore pas son téléphone portable, et en incorporant ses aliments, on est ce qu'on mange. Et il incorpore aussi tout ce que représente chacun des maillons de la filière. Il incorpore de l'éthique, il incorpore du bien-être animal, il incorpore de l'environnement, de la santé du sol. Donc chacun participe à sa façon à la construction de ce qui va devenir un produit, une barquette, etc. Et donc le rappel des enjeux pour rappeler que chacun tout seul il vaut rien dans la chaîne alimentaire, que c'est l'addition du bon travail de chacun. Je reviens à cette histoire des taylorisations de la pensée qui m'a bien plu comme formulation, qui fait qu'on rappelait ça aux gens. Puis il y a un moment dans une gouvernance d'association renouvelée par tiers tous les ans, il y a des nouveaux, il y a des gens qui restent, et puis il y a un moment où le nouveau, au lieu de dire je, il dit nous, au lieu de parler au nom de son précaré, au nom des gens qui l'ont élu, parce qu'ils représentent les transformateurs, les paysans, les distributeurs, il dit nous. Et à ce moment-là, je donne un coup de coude à mon voisin, quand c'est mon coprésident ou ma directrice, je crois qu'on a gagné. À partir du moment, alors je le dis parce que ça illustre, je ne sais pas si c'est une réponse à la question, mais en tout cas ça illustre bien l'enjeu à partir du moment où les gens ont compris que l'enjeu est collectif et que défendre leur précaré, ça se fera mieux si on tient compte des voisins. À partir du moment où ils disent nous, là on a gagné. Voilà.